On va accueillir notre premier invité pour parler de la révision de la loi sur la surveillance des entreprises d'assurance. Alors comme je paniquais de présenter quelque chose sur ce thème, François Heger m'a écrit des analogies avec le monde du football pour que je me sente rassuré. Je vous les partage quand même, je jure que c'est vrai. Donc un attaquant, c'est comme un courtier d'assurance, c'est l'intermédiaire entre l'équipe et le but. C'est joli, hein? Il doit conclure régulièrement et signer beaucoup d'autographes. Et alors, parfois, il faut négocier avec l'arbitre, comme au football. Et justement, celui qui, parfois, a le rôle de négocier avec l'arbitre, c'est notre invité, le professeur Vincent Brulart, qu'on applaudit. Bienvenue. On va vous écouter, mais j'ai deux questions à vous poser d'abord. Sur ce rôle de négociateur avec l'arbitre, si on fait l'analogie avec le football. Donc on est en train de jouer, les règles sont plus ou moins claires, mais dans le football, comme dans la loi sur les surveillances d'entreprises d'assurance, il y a des zones grises, il y a des questions qu'on se pose. À ce moment-là, il va falloir discuter, négocier, c'est un peu votre rôle? C'est le rôle de l'intermédiaire, et pour faire l'analogie peut-être, ou pour tirer l'analogie avec le monde du sport, je me souviens d'un coach sportif qui disait à un moment donné que dans toutes les activités sportives, il faut jouer franc jeu, sans fausses promesses. Et je trouve que cette vérité est bonne à dire dans le monde du sport, évidemment, mais elle est bonne à dire également dans le monde de l'assurance, pour rejoindre au fond la remarque que vous faisiez tout à l'heure. La révision, donc la loi actuelle date de 2006, la révision c'est cette année. En quoi elle était urgente, indispensable, importante? Pourquoi là, maintenant, 2023, il fallait cette révision? Il fallait cette révision pour un certain nombre de raisons techniques, des questions qui tiennent à la législation, notamment la législation européenne qui a pu évoluer. Donc il fallait mettre aussi la législation suisse en ligne avec ce qui a été adopté sur le plan communautaire. Ça, c'est un volet. Pour le volet suisse, on sait que sur le plan des marchés financiers, la situation a aussi changé, la législation a aussi changé, que d'un point de vue matériel, le législateur considère les marchés financiers dans une perspective d'ensemble, et que par conséquent, il prend en compte tous les acteurs sur le marché, sur les différents marchés financiers, ce qui inclut les banques en particulier, mais aussi l'approche cousine des banques, à savoir l'industrie d'assurance. Et une des questions qui s'est posée alors était celle de savoir s'il fallait intégrer l'industrie d'assurance dans cette révision des marchés financiers, dans la loi sur les marchés financiers. On s'est souvenu alors du fait qu'en matière d'assurance, il existe une législation sectorielle qui est applicable spécifiquement à l'assurance. Alors on a dit on va considérer ces modifications, mais on va les introduire dans la législation sectorielle qui est applicable à l'assurance, à savoir la loi sur la surveillance des institutions d'assurance privées. Voilà les raisons techniques propres à la Suisse qui peuvent être invoquées à ce propos. Il y aura sûrement des questions très concrètes. On fera un moment de questions-réponses après votre présentation, mais on vous écoute, professeur. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette introduction. Merci pour cette invitation. Merci au président de l'association qui m'a fait l'honneur de m'inviter à ce forum. Alors, mon objectif, c'est de vous présenter d'une manière relativement sommaire, dans un premier temps en tout cas, quelques aspects essentiels qui ressortent précisément de cette révision de la loi sur la surveillance, une loi sur la surveillance qui a été révisée, qui a été adoptée par le Parlement en mars 2022, dont l'entrée en vigueur avait été envisagée initialement au 1er janvier de cette année, a été repoussée au 1er juillet et vraisemblablement sera repoussée une nouvelle fois dans la mesure où le texte de l'ordonnance d'application n'est aujourd'hui pas encore finalisé. Pour ce qui concerne en revanche la loi, le texte est aujourd'hui connu et c'est de ça dont il va être question tout à l'heure, au travers d'une petite présentation dont vous avez le plan qui apparaît ici sous vos yeux. Je ne pourrais pas évidemment aborder tous les aspects de la révision en cours, tous les aspects de la surveillance, c'est évidemment assez large comme spectre. Je vais évidemment mettre ici l'accent clairement sur les nouveautés qui peuvent concerner spécifiquement le domaine de l'assurance, de l'intermédiation en assurance.
Je vous le disais tout à l'heure en introduction, l'assurance est un des acteurs des marchés financiers considérés dans une perspective large. Donc ça concerne évidemment les banques, les différents intermédiaires financiers et également l'assurance qui doit être intégrée dans cette réflexion. Mais comme je le disais tout à l'heure, en matière d'assurance, il existe une législation sectorielle. Pour ce qui concerne le contrat d'assurance, vous connaissez la loi sur le contrat d'assurance naturellement, et puis sa grande sœur, la loi sur la surveillance qui vise, elle, les rapports entre l'État et les entreprises d'assurance, puisque les entreprises d'assurance sont soumises à cette surveillance prudentielle. Donc ces réflexions qui ont été faites en rapport avec l'évolution des marchés financiers ont été intégrées pour ce qui concerne le volet assurance dans la loi, dans la nouvelle loi sur la surveillance des institutions d'assurance. Voilà. Pour ce qui concerne les objectifs généraux de cette révision, sans entrer dans trop de détails, je dirais qu'il a été question notamment d'introduire un droit de l'assainissement. Au premier chef, les entreprises d'assurance. Un droit de l'assainissement sur le modèle de ce qui existe dans le domaine bancaire. La loi fédérale sur les banques connaît tout un chapitre relatif à l'assainissement. L'objectif est de permettre au fond aux autorités de surveillance, à la FINMA en particulier, de prendre toutes les mesures utiles à l'égard d'une compagnie d'assurance qui serait en difficulté pour des raisons de solvabilité, par exemple, la marge de solvabilité ou des questions éventuellement de capitalisation, de prendre toutes les mesures qui pourraient être utiles pour éviter la faillite. Au fond, il n'y avait rien de tel dans la loi sur la surveillance précédemment, et c'est un volet qui a été introduit, encore une fois, sur le modèle de ce qui existe dans le domaine bancaire. On a introduit un certain nombre d'assouplissements. On tient compte, par exemple, du fait qu'on a parfois affaire à des clients professionnels, des relations plus particulières qui ne nécessitent peut-être pas nécessairement, qui n'imposent pas nécessairement le recours à tout cet appareil de surveillance, et puis des modifications assez significatives dans le domaine de l'intermédiation, et c'est de ça dont il est question pour nous aujourd'hui. Je rappellerai très rapidement une évidence, au fond, j'enfonce une porte ouverte quand je dis que l'assureur ne distribue pas lui-même les produits qu'il propose, les produits qu'il élabore, à l'exception peut-être de la distribution en ligne, mais que l'assureur opère au travers d'un réseau qui est composé de différentes institutions, différentes personnes qui interviennent en différentes qualités. Ce peut être des agents, ce peut être des courtiers, ce peut être des intermédiaires de diverses sortes. De plus en plus, on pense par exemple aux comparateurs, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. On a donc différentes formes d'intermédiation dans ce réseau de distribution, ces différentes formes d'intermédiation qui sont toutes saisies par la loi sur la surveillance des institutions d'assurance privée qui inclut un chapitre complet consacré à cette activité-là. Qu'est-ce qu'on entend par intermédiaire d'assurance? De ce point de vue-là, la loi nouvelle ne change guère par rapport à ce qu'on a connu. On envisage à ce titre toutes les personnes qui sont susceptibles d'intervenir en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance ou qui peuvent conclure des contrats d'assurance, mais pour le compte de tiers. L'intermédiaire, c'est une personne ou c'est une institution ou c'est une société qui intervient entre deux autres personnes ou deux autres sociétés, d'une part l'entreprise d'assurance et d'autre part le preneur. Donc l'intermédiaire est dans une position médiane entre ces deux. Il propose ou il intervient en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance. Il n'intervient pas pour conclure un contrat d'assurance pour lui-même. À partir de ce moment-là, la question qui va se poser, on y reviendra tout à l'heure, c'est celle de savoir si l'intermédiaire, il est plutôt du côté de l'assureur ou plutôt du côté du preneur. La différence est importante. Pour ce qui concerne cette définition d'intermédiaire, telle qu'elle est envisagée par la LSA, elle nous renvoie évidemment à des statuts qui sont connus, c'est ceux qui peuvent concerner les collaborateurs au sein de compagnies d'assurance, les services externes, on pense essentiellement ici aux agents, on pense évidemment aux courtiers, et puis on pense aussi aux collaborateurs qui sont employés dans les services internes de ces différentes organisations. Ça peut être les collaborateurs internes au sein des compagnies d'assurance ou les collaborateurs internes au sein des sociétés ou des organisations de courtage. Et alors dans ce cas-là,
on pourrait se trouver on pourrait être confronté à une difficulté, celle de savoir quand est-ce qu'on peut admettre qu'un collaborateur interne intervient comme intermédiaire au sens de la législation, et dans quel cas est-ce qu'on peut envisager qu'on ait affaire à des activités plutôt administratives. La ligne de partage n'est pas toujours facile à tirer, et je me souviens que dans les procédures de consultation, c'est un souhait qui avait été exprimé de définir au fond des critères qui soient de ce point de vue-là un peu plus clairs. Le projet d'ordonnance, qui n'est pas définitif, encore une fois, donne un certain nombre d'éléments qui permettent d'apprécier cette question. On parle du fait de conseiller des preneurs d'assurance, de proposer des contrats d'assurance ou d'accomplir d'autres travaux préparatoires essentiels. Alors, qu'est-ce qu'on entend par travaux préparatoires essentiels? Ça, c'est une question qui pourra encore être débattue. Ce qu'on peut rappeler ici, c'est que cette définition de l'intermédiaire n'inclut pas ou ne vise pas les indicateurs ou les apporteurs d'affaires, donc ceux qui vous donnent la possibilité ou qui signalent des possibilités de conclure, ne sont pas envisagés au titre de ces activités d'intermédiation. La loi sur la surveillance, qui vise encore une fois l'activité d'intermédiation, distingue, ça n'a pas changé de ce point de vue-là, entre les intermédiaires dits liés à l'entreprise d'assurance et puis les intermédiaires qui ne sont pas liés à l'entreprise d'assurance. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'intermédiaire, il est dans une position médiane entre l'assureur d'une part et le preneur de l'autre, et la question qui se pose en termes de surveillance, c'est de savoir s'il est plutôt du côté de l'assureur, cet intermédiaire, ou plutôt du côté du preneur, étant entendu que les conséquences en termes de surveillance, on va le voir tout à l'heure, sont différentes. Donc, il s'agit de déterminer, pour savoir si on a affaire à un intermédiaire qui est lié ou qui n'est pas lié, il s'agit de déterminer si on a affaire à quelqu'un qui représente, je dirais en termes de droit privé, plutôt l'assureur ou plutôt le futur preneur. Donc, pour pouvoir déterminer si un intermédiaire est lié ou non, il faut commencer par procéder à une petite analyse sur le terrain du droit privé, je dirais en termes, pour l'exprimer de façon un peu simple, ou un peu simpliste peut-être, en termes de représentation. Est-ce que l'intermédiaire représente l'assureur ou est-ce qu'il représente le preneur? Ça peut être les deux. L'intermédiaire qui représente l'assureur, c'est ce qu'on appelle ou ce qu'on qualifie généralement en termes juridiques d'agent en régie, contrat de travail, c'est un salarié qui est évidemment intéressé au résultat de son activité, ou l'agent indépendant qui intervient sur la base d'un contrat d'agence. L'un et l'autre peuvent avoir une procuration qui peut permettre de conclure des contrats d'assurance au nom de l'assureur, ou non. Si tel est le cas, on a affaire à un agent stipulateur. Si tel n'est pas le cas, on a affaire à un agent négociateur. C'est donc celui qui va chercher les possibilités de conclure. Et puis, de l'autre côté, on a le représentant du preneur, au sens du droit privé, c'est le courtier mandataire qui conclut un contrat de mandat avec son preneur et qui va représenter les intérêts du preneur dans la négociation, dans l'appréciation du risque et dans la négociation du contrat, une activité qui tombe sous le coup des règles du mandat, les articles 394 et suivants du Code des obligations. Voilà, pour ce qui concerne les aspects de droit privé. Pour ce qui concerne les aspects de droit public, le législateur distingue entre les intermédiaires liés et non liés. Donc, est lié celui qui représente en termes de droit privé les intérêts de l'assureur, et non lié celui qui représente en termes de droit privé les intérêts du preneur. Ce qui est intéressant de noter dans cette distinction, c'est que l'intermédiaire lié à l'égard de l'assureur, il entretient un rapport très étroit avec l'assureur dont il propose les produits, tellement étroit que l'assureur est tenu d'exercer une activité de surveillance sur cette activité-là. En d'autres termes, ce type-là d'intermédiaire fait partie du réseau de distribution de l'entreprise d'assurance. Or, l'entreprise d'assurance, elle est soumise à une surveillance, elle doit garantir une activité irréprochable, et cette activité irréprochable, elle s'étend évidemment également à son réseau de distribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour ce qui concerne l'intermédiaire lié,
il y a une surveillance indirecte de l'État qui intervient par le biais de la surveillance qui est exercée sur l'entreprise d'assurance. Ça, c'est une remarque qu'on voit très bien apparaître aussi, c'est une circonstance qu'on voit très bien apparaître au travers du message qui se rapporte à la révision dont on parle ici, de la révision LSA. Les ressources pour la surveillance, les ressources de l'État ne sont pas illimitées. Hein. Le fait que les ressources soient limitées, c'est d'ailleurs la justification même des sciences économiques. Donc il faut allouer ces ressources de manière appropriée, de manière économique, de manière raisonnable. Et on constate de ce point de vue-là qu'en termes de surveillance, la surveillance des assureurs porte également de manière indirecte sur la surveillance des intermédiaires. Donc l'État peut consacrer toute son attention sur la surveillance des autres intermédiaires, ceux qui ne sont pas liés à l'égard des entreprises d'assurance, en d'autres termes sur les courtiers. Et c'est la raison pour laquelle, dans le régime précédent, il avait été introduit un système de registre avec une obligation qui avait été faite aux intermédiaires non liés de s'inscrire, une inscription qui n'a rien d'anodin puisqu'elle est soumise à un certain nombre de conditions, des conditions personnelles, des conditions de compétences professionnelles, j'y reviendrai également, et puis l'existence d'une assurance de la responsabilité civile appelée à couvrir les préjudices de fortune pure. Donc, pour l'intermédiaire lié, surveillance indirecte par le biais de l'assureur, pour l'intermédiaire non lié, une surveillance par le biais des activités, par le biais des organes de l'État, en l'occurrence de la FINMA. Le critère de distinction lié et non lié change un peu avec la nouvelle loi, puisqu'aujourd'hui on parle d'un critère de loyauté. La loi parle de loyauté. Alors la loyauté, évidemment, c'est une formulation qui est très large, qui peut être envisagée de différentes manières. Pour nous, au fond, la loyauté, pour l'exprimer d'une manière un peu simple, c'est la question de savoir à qui on doit rendre des comptes. Est-ce que l'intermédiaire doit rendre des comptes à l'assureur ou est-ce que l'intermédiaire doit rendre des comptes au preneur? Le rapport de loyauté sera différent, ce sera un rapport de loyauté à l'égard de l'assureur ou à l'égard du preneur, selon les situations. Ce rapport de loyauté remplace les critères précédents qui avaient été adoptés dans l'ancienne législation. Dans l'ancienne législation, vous vous souvenez peut-être qu'on prenait en compte également les critères de la rémunération, et puis on disait qu'un intermédiaire qui perçoit plus de la moitié de sa rémunération de 1 ou 2 assureurs est considéré comme étant lié à 7 ou à ces assureurs. C'était un des critères qui avait été retenu. Ce critère-là va disparaître au travers précisément de cette nouvelle distinction qui repose sur le critère de loyauté. Donc, en d'autres termes, on pourrait très bien avoir affaire, dorénavant, à des intermédiaires qui perçoivent la majorité de leur rémunération de 1 ou 2 assureurs, mais qui sont liés par un rapport de loyauté à l'égard du preneur et qui, par conséquent, devraient être considérés comme des intermédiaires non liés. Grosso modo, et ça ressort également du message, on dit aujourd'hui que les agents d'assurance sont liés et les courtiers sont non liés. C'est une conclusion qui est peut-être qui peut paraître un peu simple, mais qui ressort assez clairement de ce que le législateur a voulu mettre en place, et il a voulu aussi, au travers de cette distinction claire, aboutir à un résultat au terme duquel l'intermédiaire doit désormais choisir son camp entre celui de l'assureur et celui du preneur, et qu'il n'est plus possible aujourd'hui de cumuler les deux statuts comme on le connaissait précédemment. Une remarque encore en ce qui concerne le registre, pour dire que la révision a introduit de ce point de vue-là également un certain nombre de modifications, et prévoit notamment que seuls, dorénavant, les intermédiaires non liés peuvent s'inscrire dans le registre. Les intermédiaires liés ne pourront plus. Précédemment, ils avaient la faculté, ils pouvaient le faire. Dorénavant, ils ne pourront plus le faire. L'objectif, encore une fois, c'est de garantir que l'État puisse consacrer toutes ses ressources en termes de surveillance à l'égard des intermédiaires non liés, puisque les autres sont en quelque sorte surveillés de manière indirecte, comme je le disais tout à l'heure, par les assureurs. Assureurs d'ailleurs qui répondent, ça en termes de responsabilité civile, qui répondent qui répondent des actes des intermédiaires qui leur sont liés, comme ils répondent de toute autre forme d'auxiliaire ou d'employés
avec lesquels il serait appelé à opérer. Voilà. Typenzwang, en allemand, c'est une formulation un peu, mais qui exprime bien, en tout cas dans la langue alémanique, qui exprime bien de quoi il en tourne. Typenzwang, ça veut dire il faut choisir. Dorénavant, on est lié, non lié. En d'autres termes, on représente l'assureur ou on représente le preneur. Voilà, problématique des conflits d'intérêts, encore quelques mots en rapport avec cette discussion. Le problème des conflits d'intérêts traverse au fond la législation, pas seulement en matière d'assurance, c'est une problématique qu'on rencontre dans nombre de domaines. On la retrouve dans la loi sur la surveillance, on fait obligation aux entreprises d'assurance et aux intermédiaires de prendre toutes les mesures utiles en vue d'éviter toute forme de conflit d'intérêts. C'est des formulations toutes générales. Pour ce qui concerne le domaine de l'assurance, et spécialement la question des intermédiaires ou l'activité d'intermédiaire, le problème se rapporte évidemment à la question de la rémunération, et en particulier la rémunération des intermédiaires non liés, puisqu'on sait que les intermédiaires non liés perçoivent des rémunérations de la part des assureurs au travers de courtages qui sont payés par les assureurs. Et il est vrai que cette situation-là peut être à l'origine de certains conflits d'intérêts, sans faire de procès d'intention naturellement, mais on peut imaginer des situations dans lesquelles un courtier pourrait être intéressé à proposer peut-être ou à recommander davantage les produits d'une compagnie d'assurance qui rémunère mieux, plutôt que les produits d'une compagnie d'assurance autre qui rémunérerait peut-être un peu moins bien, mais qui éventuellement proposerait des garanties qui pourraient être éventuellement moins appropriées. C'est des situations qu'on peut éventuellement envisager. Il est vrai que c'est une situation un peu particulière, et il est vrai aussi que finalement, d'un point de vue économique, cette commission de courtage, elle est quand même payée par le preneur, puisqu'elle est incluse dans la prime. Et d'ailleurs, dans certains domaines, notamment dans les assurances industrielles, de plus en plus, les clients souhaitent des primes nettes, pour connaître au fond quelle est la part qui est consacrée à la rétribution de l'activité d'intermédiation, donc les coûts de distribution. Que cette problématique du conflit d'intérêts reste et qu'il faut lui apporter une solution. Il y a différentes solutions qu'on peut envisager. Certaines peuvent être extrêmement contraignantes. Dans la législation, il en existe. Mais ce qui a été envisagé ici, c'est une mesure finalement assez peu... c'est la première mesure qui permet de régler la problématique des conflits d'intérêts, c'est de garantir la transparence. Et c'est ce qui a été adopté. C'était déjà le cas dans une certaine mesure au travers de la jurisprudence dans l'Ancien Régime. Aujourd'hui, on a une disposition expresse, l'article 45 de la LSA, qui fait obligation à l'intermédiaire d'aviser le preneur du fait que l'intermédiaire perçoit une rémunération de l'assureur. À défaut de communiquer cette information, l'intermédiaire n'a tout simplement pas le droit d'accepter la rémunération. Le preneur, ensuite, il peut se déterminer, il peut dire « Ok, pour moi c'est en ordre, ça me convient parfaitement bien ». Il peut aussi renoncer à son droit, ou droit que la jurisprudence lui reconnaît, de réclamer la rétrocession de cette rémunération. C'est cette obligation de reddition de compte telle qu'elle a été envisagée ou telle qu'elle a été fixée par la jurisprudence. Il peut y renoncer, sous-entendu, il ne payera pas d'honoraires à son courtier. Le courtier sera rémunéré, son activité sera rémunérée au travers du courtage qui aura été perçu par la compagnie d'assurance. C'est une obligation qui est stricte, qui figure dans la loi aujourd'hui et qui est assortie d'un certain nombre de principes qui découlent de la jurisprudence. Et je peux même vous dire qu'en matière bancaire, il y a des arrêts qui ont été rendus, ou en matière purement financière, des arrêts qui ont été rendus, qui ont été jusqu'à considérer que donc l'intermédiaire qui n'aviserait pas son client du fait qu'il perçoit des rétributions, il s'agissait là de rétrocession bancaire de la part de l'entreprise dont il proposait les produits, pouvait être
considéré comme étant susceptible de tomber sous le coup des dispositions relatives à l'abus de confiance en droit pénal. Donc c'est pour dire que c'est une obligation qui pèse lourd et c'est une obligation qui est absolument importante. Mais, à tout le moins, le mécanisme de la rétribution de l'intermédiaire non lié, donc du courtier, par le biais de courtage, n'a pas été remise en cause. Voilà pour cette question relative à la rémunération, à la publicité des rémunérations. Un mot pour rappeler ce que je disais tout à l'heure, l'ancien article 183 de l'ordonnance prévoyait précisément que le critère de la rémunération pouvait être utilisé pour déterminer si on avait affaire à un intermédiaire lié, non lié à l'entreprise d'assurance. Plus de la moitié de la rémunération, encore une fois, c'est un critère qui va tomber, puisqu'aujourd'hui on table sur le critère de la loyauté, donc en d'autres termes, la question de savoir à qui est-ce que cet intermédiaire est appelé à rendre des comptes. Pour le reste, il existe toujours un certain nombre d'obligations d'information prévues par l'article 45 LSA, qui a été légèrement révisé, mais dont le contenu finalement reste le même. L'objectif est d'assurer que l'intermédiaire, quel que soit le type d'intermédiaire, qu'il soit lié, non lié, que l'intermédiaire avise le preneur au moment d'entrer en contact avec le futur preneur, qu'il l'avise notamment de son statut, des liens qu'il entretient avec l'entreprise d'assurance dont il propose les produits. Est-ce qu'il est lié, est-ce qu'il n'est pas lié? La question de la rémunération dont on a parlé tout à l'heure. Et puis ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que le législateur a prévu également une disposition en termes de laquelle l'intermédiaire est censé donner des informations sur la question de savoir qui répondrait, le cas échéant, d'une activité d'intermédiation qui pourrait être défectueuse. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est assez particulier. C'est vrai que quand on doit entrer en relation avec un prestataire, avec un professionnel, de devoir commencer par évoquer ce type de problème-là, c'est peut-être pas la meilleure manière de créer le rapport de confiance. Imaginez si vous allez voir un médecin et que le médecin commence par vous dire « Oui, mais sachez que si mon opération tourne mal, X ou Y répondra ou que je dispose d'une assurance de la responsabilité civile auprès de X ou Y compagnie », c'est vrai que c'est pas une manière tout à fait... pas la meilleure manière, au fond, de créer le rapport de confiance. D'un autre côté, c'est une garantie de transparence, donc on peut aussi l'envisager sous cette forme-là. Le nom et l'adresse, l'identité du courtier, ça c'est aussi quelque chose qui n'est pas à négliger. Pourquoi? Parce qu'on voit de plus en plus apparaître des courtiers qui constituent au fond des produits d'assurance, et la question qui peut par agrégation de garanties existantes sur le marché, par exemple, et la question qui peut se poser dans ces cas-là pour le preneur, c'est celle de savoir, mais qui couvre le risque, qui est l'intermédiaire? Est-ce que la personne qui est en face de moi est intermédiaire ou est-ce que c'est l'assureur qui couvre le risque? J'ai pu voir ce genre de situation, notamment au travers de produits qui sont proposés par des grandes sociétés de courtage en Allemagne, en particulier dans des assurances d'IEDO, des choses de ce genre, où on voit apparaître sur les formulaires et sur les conditions générales, on voit apparaître que le nom du courtier, que l'enseigne du courtier, si bien que le client peut se poser effectivement la question de savoir, mais qui est qui là-dedans? Qui est le courtier? Qui est l'intermédiaire? Et qui couvre le risque? Dans la loi sur le contrat d'assurance, d'ailleurs, il y a aussi des obligations qui sont faites à l'assureur de donner des informations claires et précises sur l'institution qui couvre le risque, de manière qu'on sache à qui on a affaire. Et ça, effectivement, c'est un élément qui mérite d'être souligné. Quelques éléments encore sur la question de la formation professionnelle. L'intermédiaire est un véritable professionnel, donc il doit disposer de compétences professionnelles, et la nouvelle loi impose, d'ailleurs aux intermédiaires liés comme aux intermédiaires non liés, un certain nombre d'obligations en termes de formation, fixe les principes. Pour les détails, il appartiendra aux associations professionnelles les points Cicéro qui ont été évoqués tout à l'heure, des associations professionnelles devront fixer les modalités encore. Ce que le législateur a dit, cependant, c'est que la formation, elle doit être adaptée au type de garanties qui sont proposées. Et le législateur donne, par exemple, donne l'exemple des assurances de la responsabilité civile et des assurances vie, qui
qui sont deux domaines complètement distincts, naturellement, qui doivent être envisagés différemment. Et les compétences professionnelles doivent être spécifiques à ces différentes garanties telles qu'elles sont proposées. Voilà pour ce qui concerne ces quelques exigences en rapport avec la formation professionnelle qui, d'ailleurs, la branche s'est beaucoup organisée dans ce domaine et ça a aussi largement contribué à la professionnalisation de ces activités d'intermédiation en assurance, mais pas seulement en assurance, d'une manière générale dans les domaines financiers. Un mot encore sur les assurances vie dites qualifiées, ces assurances vie qui comprennent une composante actuarielle, une composante de risque et une composante d'épargne, avec des modalités de placement. On est là au carrefour entre l'assurance et le produit financier au sens classique. Et alors, une question qui s'était posée à l'époque était celle, à l'époque notamment de l'adoption de la loi sur les services financiers, qui date de 2018. La question qui s'était posée était celle de savoir si l'assurance vie qualifiée devait être réglementée par la loi sur les services financiers ou s'il fallait la laisser dans le champ de la surveillance telle qu'elle est envisagée par la LSA. Et ça a fait l'objet de passablement de débats, notamment le comportement au point de vente, la question de savoir quelles informations doivent être données aux futurs preneurs, futurs clients de ce type d'assurance. Et finalement, la discussion a abouti, ou la discussion a pris en compte encore une fois l'existence de cette législation sectorielle applicable à l'assurance pour dire que c'est une réglementation qui devait être reprise dans la loi sur la surveillance des institutions d'assurance privée. Et vous avez un catalogue de règles, ou une série de règles qui se trouvent aux articles 39 et suivants, 39b sauf erreur, et suivants de la LSA révisée, qui reprennent grosso modo les principes qu'on retrouve dans la loi sur les services financiers. Et là, les obligations qui pèsent sur l'intermédiaire sont évidemment d'autant plus lourdes, mais c'est aussi parce que les engagements peuvent être très importants. On parle de la remise d'une fiche d'information de base sur le produit, l'examen du caractère approprié, c'est-à-dire qu'il faut faire une appréciation du profil de risque, comme on le ferait dans les matières purement financières. Il faut documenter l'activité de conseil, ça c'est très important, les procès-verbaux de ces entretiens qui peuvent avoir lieu. Puis il y a aussi une obligation de reddition de comptes qui porte sur l'évaluation et puis sur l'évolution de ces instruments financiers qui sont intégrés dans ces différents produits. Voilà, quelques remarques très sommaires en rapport avec cette révision. Malheureusement, dans un parti, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. On a préparé une présentation un tout petit peu plus complète qui figure, sauf erreur, sur le site de l'association, où on a ajouté encore un certain nombre de points en rapport, par exemple, avec l'intermédiation accessoire. L'intermédiation accessoire qui a été exclue du champ d'application de la loi. C'est donc les petites garanties d'assurance qui s'ajoutent éventuellement à un autre produit. Je pense par exemple, je sais pas, aux stations de ski qui pourraient offrir des garanties rapatriement, accident, etc. En plus d'un abonnement qui donne accès aux installations, parce qu'on ne va pas dans une station de ski pour conclure des contrats d'assurance, on va dans une station de ski pour profiter des domaines skiables, mais il est vrai qu'on peut imaginer que puisse se justifier d'offrir, dans ces cas-là également, on pense par exemple aux clients étrangers, des assurances accidents, rapatriement, etc. Alors voilà une activité qui serait considérée comme étant connexe et qui ne tomberait pas sous le coup de la LSA. On a ajouté quelques réflexions sur la LBA, la loi sur le blanchiment, qui a priori n'est pas applicable pour l'intermédiaire d'assurance qui fait uniquement de l'intermédiation d'assurance, mais s'il intervient comme à l'instar de ce que pourrait faire un intermédiaire financier, par exemple s'il perçoit des primes d'assurance vie qui devraient être restituées ensuite à l'assureur, alors là on tomberait aussi dans le champ éventuellement de la LBA. Et puis on a mis quelques réflexions également sur les comparateurs par Internet, Comparis, les comparateurs par Internet qui seront dorénavant inclus également dans le champ de la surveillance telle qu'elle est envisagée par la nouvelle législation. Voilà. Et puis, je vous interromps juste parce que j'aimerais passer aux questions, sinon on n'aura pas de temps. Voilà. Alors le mot de la fin. Le mot de la fin, merci pour le mot de la fin. Effectivement, je m'arrête ici.
pour dire que l'activité est une activité aujourd'hui qui est absolument indispensable. On parle souvent de responsabilité, la responsabilité des professionnels, ça vaut évidemment pour les intermédiaires. La responsabilité, ça peut susciter un peu la crainte dans certains cas de figure, mais la responsabilité, c'est aussi la reconnaissance d'un statut, et il faut l'envisager de cette manière-là, et vouloir aujourd'hui se passer des intermédiaires, c'est le mot de la fin, je vous promets, vouloir se passer des intermédiaires, ce serait, pour reprendre une formule que j'ai utilisée ailleurs, une formule qui est propre à Alphonse Allais, ce serait vouloir passer du foin au lait sans passer par la vache. Voilà, je vous remercie. Merci professeur, on vous applaudit. Je me suis permis de vous interrompre parce qu'il faut quand même qu'on prenne 5 minutes pour avoir des questions. C'est un sondage auquel vous pouvez répondre en direct sur Slido. Êtes-vous convaincu par la révision de la loi sur la surveillance des assurances? Moyennement, pour l'instant, c'est la majorité. Sinon, vous aviez aussi complètement ou pas du tout. Mais dans une salle qui est moyennement convaincue. Alors, pas par vous, mais par... Oui, oui, Alors, dans Slido également, on va clore. La tendance est claire. Vous êtes moyennement convaincu. Aussi, peut-être parce qu'il faut qu'on rentre davantage dans le concret. Donc, on va bloquer les votes. Voilà. Et vous pouvez maintenant utiliser Slido aussi pour poser des questions. J'ai une première question. Vous nous avez fait un parfait tour d'horizon. Aujourd'hui, si je suis votre client, vous êtes aussi avocat, conseiller indépendant, et que je vous dis, ok, mais c'est quoi le truc pour lequel je dois me préparer? C'est quoi le danger qu'il faut que je vois? C'est quoi la modification qu'il faut que je fasse dans ma pratique professionnelle? Qu'est-ce qu'on priorise dans tout ce que vous nous avez présenté? C'est difficile parce que c'est une révision qui vise plutôt des retouches. C'est plutôt des retouches. Je dirais, pour les compagnies d'assurance, il y a peut-être plus d'éléments caractéristiques. Je pense par exemple à l'assainissement, aux assouplissements dans la surveillance, etc. Et pour les courtiers? Pour ce qui concerne les intermédiaires, je dirais, le point, c'est qu'il faut choisir son camp. Dorénavant, il n'est plus possible de cumuler les statuts liés, non liés. Donc, dorénavant, soit l'intermédiaire représente l'assureur, soit il représente le preneur. Je dirais ça. On va choisir son équipe pour retourner dans le foot. Voilà, c'est ça, exactement. Je prends une première question, il y a pas mal de questions qui arrivent. Comment doit se faire l'information sur la rémunération, taux de commissionnement en général, indication des montants pour chaque assurance souscrite? Concrètement. Oui. Alors concrètement, le législateur a dit c'est les principes qui doivent être communiqués, donc il n'est pas question, on n'impose pas une obligation de donner le montant de la rémunération en francs et en centimes, sauf, c'est ce qui figure à l'article 45 LSA, sauf si on l'exige, si le preneur l'exige. Le preneur peut l'exiger, mais si le preneur ne l'impose pas ou si le preneur ne l'exige pas, les principes généraux sur la manière dont le taux de commissionnement, par exemple, la manière dont la rémunération est calculée, c'est suffisant. Quelle législation s'applique aux activités d'intermédiation de contrats d'affiliation aux fondations LPP, collectives et communes? C'est une bonne question. Alors, je dirais, une partie est réglée par la LSA et puis une grosse partie est réglée par le Code des obligations au travers des règles du mandat. 394 et suivant, on part de l'idée que dans ces cas-là, les intermédiaires concluent, donc c'est des courtiers au sens 394 et suivant, donc c'est des mandataires, donc c'est essentiellement sous l'angle des obligations de diligence du mandataire que la question pourra se poser. Une hypothèse, si un courtier propose 4 offres de 4 compagnies différentes, est-ce qu'il doit indiquer sa rémunération pour chacune des offres ou uniquement pour l'offre qui sera retenue? Il doit dire pour les 4. Il doit dire, je vous propose ici 4 produits, je travaille avec ces différents assureurs et voilà la manière dont ces assureurs pourraient me rétribuer, effectivement. Est-ce qu'un intermédiaire lié peut signer une procuration ou un mandat de courtage? Un intermédiaire lié, non, puisque c'est le Typenzwang dont je parlais tout à l'heure. C'est une bonne question, c'était le Typenzwang, c'est il faut choisir son camp. On est lié ou on n'est pas lié, donc on est agent d'assurance ou on est courtier. Donc un agent d'assurance ne peut pas signer une procuration pour conclure un mandat de courtage. Une question sur la manière de le faire, comment communiquer de manière transparente les commissions, donc on revient dans le cas de nos 4 offres. Concrètement, comment est-ce qu'on le fait? Par écrit, indiqué? Comment
Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors ça, c'est des questions justement qui doivent être réglées au travers de l'ordonnance, c'est des questions d'exécution, il peut y avoir différentes manières. La question s'était posée aussi en rapport avec les informations en général telles qu'elles sont prévues par l'article 45 de la LSA, le statut lié, non lié. Et pour ce qui concerne la LSA, ça c'est une remarque intéressante qu'on peut faire en termes de comparaison de législative. Pour ce qui concerne la LSA, on dit qu'il doit y avoir un support durable, hein, il faut communiquer ces informations sur un support durable. Pour la LCA, la LCA, la loi sur le contrat d'assurance, qui fait des obligations à l'assureur d'informer sur la future garantie, sur le contenu de la garantie à souscrire, on ne fait pas figurer au fond le modèle. Alors, la question du support durable, telle qu'on la retrouve à l'article 45 LSA, devrait être applicable également d'ailleurs pour les entreprises d'assurance. Donc, on pourrait très bien imaginer que les formules telles qu'elles ont été utilisées jusqu'à présent, donc cette documentation puisse être complétée. La question qui pourrait se poser, c'est de savoir si on peut renvoyer, mais ça c'est un autre débat, si on peut renvoyer à des sites internet en disant l'information elle figure sur un site internet, voyez www. etc. Ça c'est une question plus générale qu'on peut aborder aussi si vous le souhaitez, mais qui demande peut-être un peu plus de développement. Je vous prends une dernière question. En tant qu'assureur voyage, nos partenaires sont des agences de voyage. Est-ce qu'on est dans le même cas que les stations de ski dont vous parliez? Alors, il y a différents critères. Il y a le critère de l'activité annexe, donc la prestation annexe, et puis il y a la question de la prime qui joue aussi un certain rôle. Dans la loi dans la nouvelle loi sur la surveillance, pour exclure l'activité annexe, on parle aussi d'un montant de prime annuelle de 600 francs. Si le montant n'excède pas 600 francs par an, on peut considérer qu'on a affaire à une activité d'assurance annexe. Si ça excède le montant de 600 francs, pourrait être dans un cas de figure qui pourrait tomber dans le champ de la nouvelle législation sur la surveillance. Très bien, j'ai une nasty question pour terminer, la question de la surveillance. Le rapport entre le courtier et ses clients est confidentiel, intime, parfois amical. Comment est-ce qu'on surveille ça? Comment est-ce que ce sera surveillé, l'application par exemple de la transparence sur les commissions? Oui, alors, je ne crois pas, je vous disais tout à l'heure que les ressources de l'État pour la surveillance ne sont pas illimitées, donc je n'imagine pas que l'État va mettre à disposition un certain nombre, ou mettre en route, en œuvre un certain nombre de fonctionnaires ou de gendarmes qui vont procéder à des contrôles. Donc ça se passe essentiellement par la voie de la dénonciation. Il peut y avoir des problèmes qui peuvent apparaître, et puis il peut y avoir des contrôles évidemment ponctuels qui peuvent intervenir également. C'est le même problème avec l'activité des assureurs. Les assureurs sont aussi surveillés, la question de la solvabilité est surveillée d'une manière alors extrêmement systématique, ça c'est un autre volet. Et puis il y a un deuxième volet pour ce qui concerne l'activité des assureurs, c'est la lutte contre les abus. Donc on veut absolument éviter que les assureurs adoptent des comportements abusifs. Et là aussi la question peut se poser de savoir mais comment est-ce qu'on lutte contre les abus? Et l'essentiel intervient par le biais de dénonciation. Merci beaucoup professeur, on vous applaudit. Merci de votre présence. Un autre gros morceau, la NLPD, la nouvelle loi sur la protection des données. On va accueillir une des stars suisses de la protection des données, mais d'abord, on va tenter de vous expliquer la NLPD en 1 minute avec ce petit clip. 1 minute pour comprendre la NLPD. La NLPD, c'est la révision totale de la loi fédérale sur la protection de données qui règle le traitement de données personnelles. Nous laissons tous derrière nous des données personnelles qui me décrivent en tant que personne, des données de profilage décrivant mes connaissances et mon comportement, ainsi que toutes les données personnelles sensibles nécessitant une protection particulière, comme les données relatives à la santé ou l'appartenance religieuse. Ces données sont collectées et utilisées par des entreprises, des associations, des collectivités. Le Parlement a approuvé le projet de révision totale de la loi fédérale sur la protection des données le 25 septembre 2020. Les entreprises doivent simplement, pour chaque donnée personnelle, identifier le traitement qu'elles en font. Pour chacune des données, les entreprises doivent se demander quels sont les moyens de sécurisation, avec qui elles les partagent, comment les données sont exploitées par ces tiers. Les entreprises doivent aussi écrire toutes les informations dans un registre des traitements des données personnelles, outil désormais indispensable. Chaque ressortissant suisse pourra réclamer ces informations et demander à faire effacer ces données personnelles. Sous la LPD, le signalement des violations de la protection des données aux autorités publiques est obligatoire. Pour le responsable du traitement, des amendes allant jusqu'à 250 000 francs peuvent être infligées.
Bonjour Sébastien Fanti. Bonjour. Vous êtes avocat, notaire, ancien préposé à la protection des données pour le canton du Valais. On posait la même question à Vincent Boulard tout à l'heure sur les 20 ans d'âge de la loi sur la surveillance des assurances. 20 ans plus tard, pourquoi en 2023? Là, c'est encore plus caricatural. C'est 1992, la loi sur la protection des données. Dieu sait que le monde a changé, surtout en matière de données, en 1992 et aujourd'hui. Là, on parle d'un Big Bang, en tout cas, j'imagine, en termes d'usage. Est-ce qu'il y a aussi un Big Bang en termes de nouvelles lois, de changements législatifs? Alors je dirais que pour les gens qui sont déjà assortis à un certain nombre de contraintes réglementaires, comme les assurances, les banques, ce ne sera pas le Big Bang. Ça va être un certain nombre d'adaptations des processus métiers qui seront importantes, ces adaptations, il ne faut pas les minimiser. Par contre, pour quelqu'un qui a une PME et qui ne s'est jamais réellement préoccupé d'autre chose que de sa sécurité informatique au sens matériel et logiciel du terme, effectivement, il va falloir faire un travail qui sera important et qui va certainement être difficile à accepter pour un certain nombre de personnes qui considèrent que ce n'est pas leur core business et qui ne gagneront pas d'argent avec ça. Le processus législatif est très long, mais là on est dans un secteur qui innove tellement rapidement. ChatGPT en 2 semaines, tout le monde utilise, tout le monde en parle, alors qu'avant personne n'utilisait, personne n'en parlait. Est-ce qu'on peut être up-to-date, actuel, avec une loi qui met des années à être négociée, rédigée, etc., dans un secteur si innovant? Est-ce qu'en fait cette nouvelle loi, elle serait déjà ringarde? Elle est déjà ringarde. Je vous donne un exemple. J'ai la chance d'avoir une petite cousine qui travaille chez DeepMind, donc c'est une société d'intelligence artificielle de Google. Lorsque je parle avec elle, pour autant que je puisse parler avec elle, puisqu'elle a des contraintes contractuelles qui sont très importantes, je comprends qu'elle a déjà 5 ans d'avance sur tout ce qu'on nous présente. ChatGPT, en fait, c'est la démocratisation d'une connaissance de l'intelligence artificielle que nous avons tous depuis déjà 5 ans. Donc il n'y a rien de nouveau dans ChatGPT. Il n'y a absolument rien de révolutionnaire. C'est ni intelligent, ni artificiel. C'est du machine learning, ça existait déjà. Donc tout ça, en fait, si vous voulez, ce gap, il est nécessaire pour les entreprises qui ont des secrets commerciaux et qui ne dévoilent leurs produits et leurs services qu'in fine. Donc vous n'aurez jamais une régulation qui sera up-to-date. C'est impossible. Voilà. Et puis le deuxième élément, c'est que nous avons une compréhension différenciée entre les États-Unis, la Chine et les pays asiatiques et l'Europe de la régulation. Donc eux développent, gagnent de l'argent, et ensuite, s'il y a un problème, ils régulent. Nous régulons au moment du développement, et c'est une autre façon de voir les choses. On écoute votre présentation 15 minutes et après des questions concrètes sur le domaine des assurances. On vous écoute. Merci. J'ai bien entendu 15 minutes. J'avais fait 134 slides, je plaisante. Voilà, je vous ai juste mis mon petit CV, non pas pour vous dire ce que j'ai fait, mais simplement pour vous expliquer quelque chose de très pragmatique. D'ailleurs, ce qui fait craindre à mes enfants un retour de flamme, c'est que chaque année, depuis maintenant presque 20 ans, j'ai fait une formation universitaire qualifiée. Pourquoi? Pas parce que j'estime que je dois être plus intelligent que les autres, pas du tout, c'est juste pour rester up-to-date. Parce que sans ça, je ne suis plus à jour du tout. Déjà pour l'IA, je cherche une nouvelle formation pour essayer de mettre vraiment à la compréhension de la technicité et pas seulement des problèmes juridiques. Parce que si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous ne pouvez pas ensuite conseiller des choses. C'est impossible. Voilà, je vais arriver très rapidement au contexte. Alors la Suisse est un pays magnifique, avec une autonomie cantonale qui est une valeur sacro-sainte, sauf qu'aujourd'hui ça pose un certain nombre de problèmes. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez des dossiers aussi importants que le dossier électronique du patient, puis que vous avez un préposé cantonal qui s'occupe de tout ce qui est protection de données pour le canton du Valais, par exemple pour l'hôpital du Valais, puis un préposé fédéral qui traite de la protection des données des personnes privées, des entreprises, eh bien vous avez parfois une conjonction d'interventions possibles, et ça va demeurer avec le nouveau droit. Vous allez avoir des préposés cantonaux, un préposé fédéral, avec évidemment des interventions croisées, alors on se pose beaucoup de questions. Pour la LDEP, et je m'inclus dans les mauvais élèves, j'ai été préposé pendant 9 ans, il nous a fallu presque 2 ans pour avoir une répartition des tâches de contrôle et de surveillance. Donc ça n'est plus possible au moment où les choses vont si vite, et personnellement je milite pour qu'on passe à un préposé fédéral pour le secteur public également. Parce que sans ça, ça ne fonctionnera pas. Vous avez un certain nombre de normes que je vous ai exposées, vous les connaissez certainement. Alors vous avez cette règle, donc cette réglementation fédérale, la LPD avec des ordonnances, etc. Et puis vous avez les lois cantonales. Entre les deux, vous avez des engagements internationaux de la Suisse, avec notamment comme fil conducteur le RGPD, GDPR. Vous avez certainement entendu parler du RGPD dans le domaine de l'assurance. Donc c'est la réglementation européenne novatrice en termes de régulation des données.
Petite erreur du législateur, qui ne sera pas sans conséquence. Avant, lorsque vous aviez dans un canton quelqu'un qui ne voulait pas appliquer les lois parce qu'il était réticent, récalcitrant, ce que vous voulez, un politique qui dit « moi ça ne m'intéresse pas la protection de données », on pouvait le contraindre en vertu de l'article 37 de la loi fédérale sur la protection de données. Ça n'est plus possible, cet article a été supprimé. Donc si vous avez des cantons qui auront, par exemple, je prends au hasard, là je vous ai mis le canton Jura-Neuchâtel qui est un bon élève et un mauvais élève, le canton du Valais avec une loi, un budget en matière de protection des données, transparence, eh bien vous aurez dans certains cantons une protection excellente, puis dans d'autres cantons une protection beaucoup moins bonne vis-à-vis des institutions publiques, et on va y revenir tout à l'heure pour vous expliquer ce que ça génère en pratique. Voilà, donc vous aurez une discrépance entre les cantons, et ce sera très difficile à évaluer dans un premier temps. Alors on a parlé de la loi de 1992, donc j'y passe très brièvement, et je voulais vous dire par rapport à ces cantons que certains sont d'excellents élèves. Zurich-Bâle, dans certains cantons, ça fait 3 ans qu'on est en conformité avec le nouveau droit. Vous imaginez 3 ans d'avance pour respecter une régulation, ce que ça signifie, c'est énorme. Et dans d'autres cantons, on n'a même pas encore adopté les lois. Mauvais élèves, Vaud, Genève. Je vous parlerai de ces 2 mauvais élèves encore ensuite, parce que ce sont les très mauvais élèves du pays, malheureusement. Alors en pratique, ça donne ça. Lorsqu'on ne fait pas son travail, je vous ai pris la chancellerie d'État du canton du Valais pour vous montrer quelque chose d'assez inédit. Vous avez un délai de conservation des données, vous le savez tous. Ici, pour les procédures disciplinaires contre les employés d'État et pour les procédures de recours devant le Conseil d'État, le délai de conservation des données est indéterminé. C'est absolument, légalement pas possible. Je veux dire, on leur a demandé de faire un registre pour traiter les activités de traitement. Voilà ce qu'ils ont fait. Autre exemple, site internet de l'État du Valais, vous pouvez faire un opt-out, vous connaissez tous l'opt-out, oui, sauf qu'il est techniquement impossible. Donc vous serez tracé. Ouais. Vous voyez, ça en pratique, c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec l'excellent dessin de Chapat, que je considère comme vraiment très, très bon indicateur de la discrépance que vous allez avoir. Ce que je veux vous dire, c'est que dans le secteur public, la régulation sera existante et faible en pratique, et que dans le secteur privé, on vous demande toujours plus d'efforts. Et moi, je ne suis pas d'accord. Comme libéral, je dirais même libéral radical, je ne suis pas d'accord. On demande des efforts considérables aux entreprises et que les autorités publiques fassent n'importe quoi pour certaines d'entre elles, et pas la plupart, je précise. Voilà, alors pour les modifications, désormais ce ne sont plus les personnes morales qui sont astreintes à la protection des données, mais uniquement les personnes physiques. Les données personnelles sensibles, vous imaginez bien que les données biométriques, les données, je vous ai mis ici, génétiques, sont des nouvelles données personnelles sensibles. Et puis on a une protection de données dès la conception et par défaut. En clair, on ne va plus essayer d'attraper toutes les données personnelles, de les faire venir, mais on va immédiatement se concentrer sur les données topiques. Je fais toujours cette petite blague, mais une des données les plus sensibles, alors ceux qui m'ont entendu le sauront, ce sont les allocations familiales. Pourquoi ? Le jour où vous envoyez un document à la maison d'un de vos collaborateurs qui a 3 allocations familiales et 2 enfants à la maison, je pense que l'effet stratosphérique de cette information peut vous apparaître assez évident. Ce sont des cas qu'on a. Alors je dis toujours aux employeurs, si vous n'avez pas besoin, enfin aux employeurs, aux co-contractants, si vous n'avez pas besoin des informations relatives au nombre d'enfants qui bénéficient d'une allocation familiale, pas au nombre d'enfants qui sont dans le ménage, ne la prenez pas. Alors en pratique, ça signifie quoi? Ça signifie que par exemple si je développe une série de nouveaux drones, eh bien j'aurai un floutage automatique ou des caméras de surveillance, vous allez voir apparaître le floutage automatique natif et par défaut. Vous aurez aussi, dans le canton du Valais, moi j'ai milité pour cette loi, on l'a adoptée, on était les premiers en Suisse, la loi sur la base de données référentielles. Parce que j'ai appris que chaque année, on saisissait mon nom et mon prénom à 82 reprises, avec des risques d'erreur, etc., des homonymes. Donc il a fallu créer une base de données référentielle, qui est la base de données de tous les citoyens du canton, elle est à jour, et ensuite, eh bien, on va connecter les différents services de l'État et leur donner des autorisations d'accès à la base de données référentielle. Ce qui nous a permis d'avoir une épuration des données très importante, le respect du principe d'exactitude des données. Alors, je vous ai mis le cas du compteur de haut, j'en ai un autre assez amusant avec Roberto Schmidt, qui est le conseiller d'État en charge de l'énergie, et comme on peut être préposé à la transparence et pas toujours favorable à la transparence, il voulait rendre public à un certain moment le niveau énergétique des fenêtres et autres, c'était avant la pénurie, annoncée, puisqu'elle n'a pas encore eu lieu. Et donc, je lui ai dit, c'est une très mauvaise idée. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que toi, tu habites à l'Ouest-les-Bains, tu as changé tes fenêtres il y a combien de temps? Il me dit, ouais, j'ai pas changé mes fenêtres depuis 20 ans. Je dis, ben, tu seras candidat à ta réélection dans 2 ans, tu diras que tu aimes l'écologie, tu reviendras te montrer sur un diagramme que tu prends 3 bains par semaine, que tu utilises tant d'électricité, que tu n'as pas changé tes fenêtres, ni ta centrale, à mazout, ton compteur, etc. Donc, attention aussi à ces informations-là, qu'on minimise. Le but, c'est pas non plus de tout rendre public, mais de générer ensuite. Le but, c'est pour les compteurs d'eau, pour tout ce qui est énergétique, d'engendrer une courbe vertueuse.
Et on peut l'engendrer si on fait une analyse à l'échelle d'un immeuble, d'un quartier, puis ensuite on écrit personnellement aux gens en disant vous pouvez changer vos fenêtres, on peut subventionner les changements de fenêtres. L'analyse d'impact, c'est aussi quelque chose de très important, et là, j'insiste, on a eu un projet dans le canton du Valais sur la lutte contre le travail au noir, et puis j'ai fait faire l'analyse d'impact, alors que le nouveau droit n'est pas en vigueur. Pourquoi? Parce que l'analyse d'impact, pour les traitements qui ont lieu aujourd'hui, elle sera nécessaire si vous répondez aux critères de l'analyse d'impact, c'est-à-dire qu'il y a des risques pour les droits fondamentaux des personnes. Une analyse d'impact, ça prend du temps, ça coûte très cher. Une analyse d'impact, ça peut coûter entre 50 et 100 000 francs sur un projet important. Donc il faut tout de suite la faire, cette analyse, pour ne pas se retrouver avec un projet développé où les cotels, les garde-fous n'ont pas été implémentés. Puis ensuite, vous devez ramer derrière, aller voir le développeur pour dire oui, mais ça, on aurait dû le faire autrement. L'analyse d'impact nous dit que ce n'est pas possible, etc. Pour vous, ce qui est très important, ce sont les codes de conduite. Je ne peux que vous inciter à adopter des codes de conduite. Soit vous vous régulez, soit quelqu'un va venir vous expliquer ce que vous devez faire. Alors, si vous vous mettez tous ensemble, je vous vois très nombreux ici, vraiment c'est réjouissant pour votre profession, si vous mettez ensemble, vous êtes en capacité de générer un code de conduite, de le faire valider par le préposé, ce sera ce code de conduite qui dictera votre comportement. N'attendez pas qu'on vienne vous dire ce que vous devez faire. Vous risquez de nombreuses surprises. Et donc, si vous avez, et je le dis aux menuisiers, je le dis aux maçons, je le dis aux avocats, je le dis aux notaires, les notaires pour l'instant commencent à avoir un certain nombre de documents types, pas encore tous les avocats, la FSA n'a pas, à ma connaissance, encore émis cela, mais c'est très important. Vous avez aussi la possibilité de faire certifier un certain nombre de produits, de services, de logiciels, de systèmes, etc. Ces certifications, elles vont se multiplier et elles vont témoigner d'un certain niveau qualitatif de maturité de protection des données. Il faudra évidemment ensuite les faire contrôler chaque année, mais ça, je crois que vous connaissez ces systèmes, il n'y a pas de difficulté. La principale et grande modification, c'est le registre des activités de traitement. Pourquoi? Parce qu'on passe d'un registre des données au registre des activités de traitement, je vous en montrerai un tout à l'heure. Ça veut dire que, par exemple, en matière de RH, j'ai été faire ça dans une assurance, une mise en conformité RGPD, on avait 500 lignes dans le registre des activités de traitement. Adresse des collaborateurs, ancienneté, départ, maladie, accident, etc. Donc c'est un très très gros travail que ce registre, et c'est avant tout ce registre qu'on va contrôler. La communication de données personnelles étrangères est problématique, notamment avec les États-Unis. Nous ne savons absolument pas aujourd'hui vers quoi on va. Et donc, vous devez absolument, si vous avez le choix entre différents fournisseurs de services, privilégier un fournisseur européen. Vous aurez moins d'ennuis en termes de protection de données à prestations équivalentes. Nous nous entendons bien. Voilà, j'ai juste encore oublié le devoir d'information consolidée. Alors, c'est un devoir, évidemment, dont on a déjà parlé, mais vous connaissez tout ça très bien. Vous n'aurez aucune difficulté à respecter cette obligation légale. La personne concernée pourra exercer son droit d'accès comme c'est le cas aujourd'hui, sauf que le droit d'accès devient gratuit. Jusqu'à présent, devant un tribunal valaisan, quand je voulais faire un droit d'accès, ce que j'ai fait, on me demandait 3 000 francs d'avance, donc je disais aux clients, ça ne vaut pas la peine. Aujourd'hui, ces droits d'accès gratuits vont se multiplier. Vous devez annoncer la violation de la sécurité de données. Je vous ai mis un petit schéma, parce qu'on est très suisse. Donc, dans les meilleurs délais, selon notre loi, 72 heures selon le RGPD. Moi, je dis toujours à mes clients qu'il faut considérer les 72 heures. 72 heures, quand vous avez perdu des données, vous êtes fait attaquer, etc., et que vous avez une apprentie vendredi après-midi qui est seule au bureau, puis qu'elle ne sait pas ce que c'est, puis quelqu'un écrit au téléphone, qu'elle vous met un post-it le lundi matin sur votre bureau en disant « on s'est fait pirater ceci, cela », c'est long. C'est long le week-end où vous n'avez rien fait du tout. Ça vient de m'arriver, un Fondmaniac vient de m'écrire pour me dire « j'utilisais plus 2 adresses email depuis 1 an, alors que c'est mon adresse email principale ». Immédiatement, c'est la panique à l'étude, on m'appelle, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. J'ai dit « il faut appeler un Fondmaniac ». Vous devez parler à quelqu'un, lui dire est-ce que ça vient bien de chez vous, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous nous écrivez ça, on utilise ces adresses email. Droit à la portabilité des données, c'est très très important, c'est quelque chose de novateur qui va vous impacter. Vous avez quelqu'un qui vient chez vous qui dit je veux toutes mes données dans un format lisible, vous devez lui remettre ces données. Donc il faut se préparer à ça. Alors j'imagine que dans certaines banques, on aura un guichet avec la possibilité d'insérer une clé USB, il y aura un transfert immédiat des données, mais je ne pense pas que ce sera immédiat puisque nous ne l'avons pas encore dans l'Union européenne, qui a le même droit à la portabilité de données personnelles. Il faut simplement s'organiser pour pouvoir ne pas perdre trop de temps et donc d'argent en remettant les données à vos clients, sinon vous allez avoir des problèmes. Les sanctions sont renforcées, elles sont pénales. Alors je vais y revenir avec ces comportements, puisque pour moi c'est assez amusant de voir ce qui a été prévu. Donc on a mis 250 000 francs d'amende par rapport au droit européen, c'est peanuts évidemment, il faut que ce soit intentionnel, je vais revenir là-dessus. C'est à l'encontre des personnes privées, mais l'entreprise peut également être sanctionnée, notamment lorsqu'on n'arrive pas à savoir qui a commis une erreur grave. Dans ce cas-là, on peut aller jusqu'à 50 000 francs. Mais il y a quand même un deuxième effet qui se coule.
à part donc la sanction pénale contre les personnes privées, sanction civile, hein, pour attaquer au civil. Si vous ne respectez pas ce que le préposé vous demande de faire, il peut aussi demander à ce qu'une amende de 250 000 francs soit prononcée à votre encontre. Alors je vous rassure tout de suite, tout ça c'est du vent. Puisque dans le canton de Vaud, on a confié la tâche de prononcer ces amendes au préfet. Parce que certaines fois ne sont pas jugées, j'ai rien contre les préfets. Mais à Genève, on a fait plus fort. On a envoyé ça au service des contraventions. Il va devoir investiguer pour savoir si vous avez gravement violé la loi sur la protection de données. Donc venir voir chez vous vos systèmes informatiques, alors que, initialement, le législateur, il a dit que ce sont des procureurs qui vont faire ce travail. Eh bien, on a complètement décalé le système, et maintenant, on en arrive à ça. Alors, moi, ça m'amuse beaucoup, parce que dans la réalité, il n'y aura quasiment pas de sanctions, il faut le dire, et qu'on va avoir d'énormes problèmes, puisqu'on doit être en adéquation avec nos voisins européens, et dont je suis un des experts et à qui je vais écrire pour leur dire que c'est le service des contraventions au canton de Genève qui va faire ça. Je doute que mon correspondant à Bruxelles soit ravi de cette situation. Je pense que nous aurons des problèmes, puisque nous ne sommes évidemment pas dans un même niveau d'adéquation que l'Union européenne. Mais on verra qui jouera le plus longtemps. Moi, je pense qu'à un moment donné, ça va être comme pour la Grande-Bretagne, on va nous dire vous arrêtez votre cirque. Sinon, il faudra faire des contrats pour chaque donnée échangée avec l'Union européenne, et là, on aura d'autres problèmes. Donc ça, ce sont les amendes. Puis alors, le problème, c'est qu'on nous dit qu'il faut respecter les principes de sécurité de données. Mais c'est quoi un principe de sécurité de données? Alors, on peut aller voir les risques dans les cas qui ont déjà été jugés, notamment, je vous ai mis le GDPR, Enforcement Tracker de l'Union européenne. Enfin, c'est une étude d'avocat qui fait ça, mais sur la base du RGPD, vous pourrez voir ce qu'on attend de vous. Puis après, moi, j'ai dû écrire une partie d'un livre. J'étais quasiment en dépression à la fin de l'année passée. C'est le professeur qui gère ça très gentiment m'a dit, oui, entre 20 et 30 pages, puis vous voyez, j'ai mis 114. J'ai dû expliciter la sécurité de données. Alors j'ai d'énormes problèmes à expliciter la sécurité de données, parce que ce sont des notions très, très particulières et souvent indéterminées. Alors, est-ce qu'on doit obligatoirement crypter les courriels? Moi je pense qu'aujourd'hui, oui. Clairement, oui. Hier, le guide blanc de la Poste a été édité, oui, ils font de la publicité pour leur système, mais c'est oui. Est-ce qu'on doit réexaminer les mesures techniques dans un délai bref ou long? Alors moi j'ai fixé à 6 mois pour Nestlé, mais je ne sais pas pour une PME combien ça va être, personne ne sait, c'est un tribunal qui va le dire. L'anonymisation, la pseudonymisation, ça ne suffit plus. Il y a des études de Harvard qui disent qu'avec 3 critères, on réidentifie une personne. C'est une des mesures techniques, elle ne suffira pas à respecter la loi. Les contrats d'assurance tertiaire, alors là je serais bien aimé entendre le professeur Roulard poser moi-même la question, parce que la Zurich a annoncé ne plus couvrir le risque cyber, donc si vous n'êtes plus couvert en risque cyber, qu'est-ce qui se passe? Si personne ne vous assure. Puis moi, comme préposé, je vais vous dire une chose, parce que je fonctionne également au sein de l'Union européenne maintenant. Si j'apprends que quelqu'un est assuré, je lui poserai la question de savoir s'il est assuré, dit qu'il a tout fait faux, je vais lui dire, l'amende, ce ne sera pas 100 000, je vous aurais mis 100 000 d'amende, mais comme vous avez une assurance qui va payer 100 000, je vais vous mettre 250. Comme ça, vous allez apprendre. Et je peux vous dire que c'est l'état d'esprit de nombreux préposés qui disent, l'amende, elle a un but préventif, vous ne devez pas recommencer. Donc on ne peut pas ensuite en arriver là. Voilà, et puis une autre chose très importante, la dernière, 69.2 du Code de procédure pénale. Si vous êtes condamné, c'est public. Vous avez entendu parler de la notion de réputation, je vois Madame de la BNS, Andrea Muster, qui est ici présente. La réputation, c'est votre fonds de commerce. Si on dit le courtier X ou Y, il n'avait pas sécurisé ses données, ils se sont retrouvés dans la nature, c'est à vous d'évaluer le nombre de clients qui vont vous quitter. Voilà, je crois que j'ai respecté le temps de parole. À la seconde près, bravo, on vous applaudit doublement. Merci beaucoup Sébastien Fanti. On va passer un sondage Slido, une question qu'on vous pose et ensuite vous pourrez poser des questions à travers Slido. Donc la question qu'on vous pose là, c'est pensez-vous que la nouvelle loi sur la protection des données vous protégera réellement mieux des cyberattaques? Non, et tout le monde dit non. 86%, 89% de non, 8% de oui. Et on vous laisse encore, non, bah, le oui diminue, plus on en parle. 6 ou 7%, bon, en grande majorité non. Première question à ce sujet, il y a un cas récent de data qui ont été piratées dans des médias, des CH Media. Si on prend ce cas très concret, c'est sûrement un des derniers cas suisses, si on prend ce cas très concret, comment la nouvelle loi sur la protection des données permet de diminuer le risque de ce genre d'attaque ou les conséquences de ce genre d'attaque? Alors c'est assez amusant que vous choisissiez ce cas, parce que CH Media a obtenu des mesures provisionnelles contre ses confrères, donc journalistes notamment du Temps, pour pas qu'on parle de l'attaque, en disant qu'en diffusant des informations sur l'endroit où on pouvait notamment trouver les données, on mettait en péril
de manière plus importante les données. Donc si vous voulez, pas de transparence du tout de la part des médias concernés sur cette attaque. Donc on va essayer de générer une omerta sur l'attaque. Or, chaque attaque est utile, puisque c'est le même groupe Play qui a attaqué la commune de Saxon-Vallée, qui a pour 5 gigas de données des CMS et des EMS, et nous devons apprendre de cette attaque. Pourquoi cette commune a été attaquée, comment ça s'est passé, etc. Moi, j'ai dû générer un très grand nombre d'interventions suite à des attaques pour différents cantons, et cet apprentissage, si vous voulez, il doit être partagé. C'est un savoir commun qu'on doit diffuser. Ça ne sert à rien d'interdire aux gens d'expliquer ce que vous avez mal fait. Une fois que vous avez été attaqué puis qu'on a vos données, c'est que vous avez quelque chose qui a été défaillant. Donc il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de se dire, voilà, j'ai fait des erreurs, j'ai corrigé mes erreurs et je les partage. Pour moi, le seul moyen pour qu'on parvienne à un résultat, c'est d'avoir un portail unique au niveau fédéral. Alors c'est ce qu'on essaye de faire maintenant, puisque le Conseil fédéral a un office indépendant, mais c'est avant tout une question de responsabilité individuelle, parce qu'aujourd'hui, la loi prévoit avant tout cela. Donc c'est votre responsabilité que de prévenir ces cyberattaques. Et il faut simplement savoir s'entourer. Ça fait partie de la gestion du risque de toute activité. C'est comme moi, lorsque j'achète une voiture, j'ai 4 enfants, quelle voiture je vais prendre? Une voiture qui a 5 ans, 6 ans, peut-être moins de sécurité, une voiture hyper bien sécurisée. C'est mon choix. Mais comment vous pouvez dire à la fois les yeux dans les yeux, attention, la réputation, c'est votre métier, etc., et mettre un tel point là-dessus, et d'un autre côté dire, ah ben si vous faites attaquer, dites-le tout de suite, hein, dites-le à tout le monde, oubliez-le, on a besoin que tout le monde le sache, etc. C'est deux messages contradictoires. Alors, il n'y a pas de honte à se faire attaquer. D'accord? Ça, c'est toujours le double effet qui se coule. La première erreur, parce que très souvent, vous avez un sous-traitant qui gère ça. Alors, notamment dans le secteur public, moi, je défends les communes qui se font attaquer, qui se font voler les données. Ce sont des clients captifs de sous-traitants informatiques qui, pour certains, ne sont pas du tout sérieux. On a fait 2 investigations l'année passée. C'est une catastrophe. Ça concernait plus de 300 000 personnes. Il a fallu taper du poing sur la table, dire à ces gens, en clair, vous avez volé vos clients, vous n'avez pas assuré leur sécurité. Donc ça, c'est un standard. Deuxième élément, c'est que quand on est dans le privé, on est censé auditer ses sous-traitants. Ce qu'on ne fait jamais. Donc, il ne suffit pas de demander aux sous-traitants est-ce que vous êtes conforme à ISO 27001, ISO 29100, etc. Il faut avoir quand même quelqu'un qui aille une fois par année voir ce que fait vos sous-traitants. Donc ça, c'est votre job. Et après, pourquoi je dis qu'il faut être transparent? Parce que si vous mentez sur ce que vous faites, j'ai vu d'un grand courtier qui disait « nous ne faisons pas de profilage ». Alors j'ai anonymisé dans les slides, vous verrez, vous ne saurez pas quel courtier qui est dans la salle, mais dites pas que vous ne faites pas de profilage, que vous faites du courtage, vous faites du profilage. Si vous dites ça, le client va s'énerver, il va se dire mais non, c'est pas vrai, parce qu'ils ont beaucoup donné en sujet. Donc ça ne sert à rien de mentir. Il faut dire ce qu'on a mal fait, mais évidemment que j'ai aucun souci pour vous. Vous avez déjà un niveau de maturité. Moi, le souci, c'est pour le type qui vient me dire moi, le firewall, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas installé, et puis je n'ai pas fait de backup, et puis je suis désolé, monsieur, votre dossier médical, ben, pour 3 mois, ah, vous avez un cancer, dommage. Voilà, pour 3 mois, je n'ai plus votre dossier médical. Moi, c'est ça mon souci, si vous voulez. Et je pense qu'effectivement, quand on est dans cette situation, on n'a pas forcément envie de parler. Très bien, on prend les premières questions qui arrivent. Des données sont conservées dans les boîtes de réception, dans des répertoires, dans des systèmes de gestion. Est-ce qu'il faudrait tout centraliser pour être conforme? Alors, quand on parle de données, je pense à toutes les données de l'entreprise. Alors effectivement, il faudrait avoir un système qui permet de centraliser. Moi, à l'étude, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai une collaboratrice qui fait du notariat, que du notariat. Elle n'a pas accès au dossier barreau. Moi, je ne sais pas, peut-être qu'elle a un de ses amis qui est une partie adverse dans une procédure. Je lui fais confiance, mais j'ai des Chinese Wall internes. Elle n'a pas accès à ces données. Donc, ensuite, j'ai un contrôle. Ils ne peuvent pas modifier un certain nombre de choses. Donc, j'ai des systèmes de sécurité de contrôle. Ils le savent. Rien installé, aucun logiciel. C'est formellement interdit. Donc, ça veut dire que, très clairement qu'aujourd'hui, lorsque vous avez toutes ces données qui sont sur un disque dur, vous devez les compartimenter. Voilà, les réunir, les compartimenter, les sécuriser. Vous ne pouvez pas le faire seul, c'est un travail. Ça coûte en moyenne 70 francs par mois par utilisateur d'avoir un système de ce type. Ça fait partie d'un coût global. Il faut négocier ça avec un prestataire sérieux. Et puis ensuite, c'est ce prestataire qui va faire le gros du travail, puis vous affinerez. Souvent, il y a des sous-traitants américains, GAFAM par exemple. Est-ce qu'ils sont soumis à la même loi? Est-ce qu'on est conforme à la NLPD si on leur fait confiance, si on leur sous-traite? Non. C'est un très grand problème. Pourquoi? Et là, encore une fois, hein, je me mets parmi les mauvais élèves. On a validé la suite Office 365 pour les écoles, puis on ne la valide pas pour les administrations publiques. Et puis, au niveau de la Confédération, on a eu un message qui est absolument catastrophique.
On fait des tests sur Office 365, on dit dans un premier temps, dans le cloud, on va trouver une solution, puis après on arrête tout. Parce qu'on dit pendant une année, il faut qu'on étudie ça parce que ça pose d'autres problèmes. Voilà. On n'a pas résolu ce problème, mais on n'est pas les seuls. L'Union européenne n'a pas résolu aussi. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez une autre option qu'une entreprise américaine pour faire votre travail, qui soit une option de qualité équivalente, privilégiée-la. Mais surtout, ne stockez pas de données en dehors de la Suisse. Parce que si vous les stockez en dehors de la Suisse et que quelque chose se produit, vous devez faire appel aux autorités, ça va être beaucoup plus difficile d'intercéder auprès de Google pour avoir des adresses IP. Voilà. Si vous avez votre... Je ne veux pas faire publicité pour Infomaniac, mais comme on est en canton de Vaud, je parle d'Infomaniac, qui est un partenaire important et sérieux. Si vous avez vos données là, on pourra travailler, vous aider, récupérer les données plus facilement si vous êtes à l'étranger. Après, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Et je respecte cette situation-là. Quelles sont les entreprises que nous pouvons contacter pour nous aider à mettre en place cette nouvelle NLPD? Alors, Nouvelle LPD. je n'ai pas pour habitude de mentir. Ce que fait le préposé fédéral à l'heure actuelle est totalement insuffisant. Personne n'est satisfait de son travail. Il va être réélu tacitement. Ça a été décidé hier par la commission judiciaire. Il y aurait 2 candidats parce qu'on considère que c'est son rôle d'aider les entreprises. Donc aujourd'hui, vous allez sur le site lepréposé.ch. Vous aurez des informations de base, mais aucun kit de mise en conformité. Donc vous allez devoir engager des entreprises privées pour le faire. Ce qui, pour ma part, n'est pas acceptable. On paye des impôts pour qu'il y ait un service qui aide les partenaires privés, entreprises et autres. Voilà, le guide de la sécurité des données du préposé fédéral alors que la loi entre en vigueur sans délai d'attente, donc immédiatement le 1er septembre 2023, paraîtra en septembre 2023. Donc en clair, il vous dira ce que vous devez faire par écrit en septembre 2023, quand la loi sera en vigueur et que vous devrez être conforme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, pour ma part, c'est scandaleux. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne peux malheureusement que vous dire que vous devez vous aider et le ciel vous aidera. On prend une dernière question avant de passer à la pause, qui est plutôt une remarque. Même l'État travaille avec ces entreprises américaines, Amazon par exemple, pour stocker des données. Comment ça se fait? Alors j'aime bien le fait que ce soit quelqu'un d'anonyme qui pose la question, que je vois Anonymous, je me dis qu'il y a des pirates dans la salle. Mais elle a raison, madame. Mais vous avez tout à fait raison, madame. Écoutez, ce contrat cloud, il a fait l'objet de demandes de transparence, de mesures provisionnelles au tribunal administratif fédéral. Personne. Personne. C'est un manque de vision géostratégique évident que de penser qu'en signant des contrats, en cryptant ou autre, on aura des données qui seront protégées. Vous avez parlé d'Amazon, moi je vous parle de la Chine. Un contrat avec la Chine. J'avoue que je ne comprends pas. J'ai été à l'unité cyber, j'ai travaillé pour les services de renseignement, tout le monde le sait. Je n'ai jamais vu une telle naïveté, une telle candeur. Donc, moi je pense que ce sont des gens qui vivent dans un autre monde que celui dans lequel nous sommes aujourd'hui avec une guerre, une cyberguerre en Ukraine, et que confier les données d'un État. Alors maintenant, je vois qu'en Suisse romande, ça bouge beaucoup. Hein. On parle d'un cloud souverain en Suisse romande, des cantons. Je pense que les cantons ont raison de prendre leur destinée en main. Parce qu'on a des écoles polytechniques qui sont en capacité de nous fournir des infrastructures sécurisées. Quelques-uns des meilleurs chercheurs du monde, et on va sous-traiter là-bas. Franchement, est-ce que c'est la confiance qu'on témoigne à nos chercheurs, nos étudiants, nos enfants pour l'avenir? Ce sont leurs données, une transmission d'un patrimoine. Oui, mais peu importe que ce soit 40 ans. Oui, je sais, mais je suis d'accord avec ça. Mais l'argent ne fait pas tout dans la vie. C'est aussi pour ça que vous achetez une jolie montre Patek Philippe pour transmettre à vos gamins plutôt qu'une montre. Vous voyez ce que je dis? Il y a un moment donné, la sécurité, ça coûte. Si vous ne payez pas pour cette sécurité, ça vous coûtera 2 fois plus cher plus tard, quand vous aurez perdu les données, quand vous aurez un problème avec ces données, ou quand on ne vous permettra plus d'accéder à ces données. Ce sera le mot de la fin. On applaudit Sébastien Franquet.